Bonjour et bienvenue dans votre émission Nous y sommes, votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité politique en Afrique. Chaque semaine, nous recevons ici dans ce plateau des experts qui vont venir partager leur expertise, mais surtout parler des enjeux que regorge notre continent africain. Bonjour, merci à vous d'être présent sur cette première édition de l'émission Nous y sommes, une émission politique qui est là pour mettre en avant des débats sur l'actualité en Afrique particulièrement. Et pour alimenter ce débat, justement, j'ai le plaisir d'être accompagnée à ma droite de Monsieur Stéphane Tiki, aujourd'hui un économiste renommé qu'on ne présente plus. D'ailleurs, vous êtes notamment Stéphane Tiki, le fondateur et PDG de Shaba Consulting. Vous fournissez des services en affaires publiques, mais pas que, puisque vous êtes porte-parole et directeur du développement du groupement patronat de la francophonie. Merci Stéphane d'être avec nous. Merci beaucoup Emma, merci beaucoup Mustapha. C'est un immense honneur de revenir à cette belle émission et toujours un vrai bonheur de vous retrouver et de valoriser le travail que vous faites pour parler du continent africain. Un plaisir partagé. À ma gauche, j'ai l'honneur d'avoir Monsieur Son Excellence Cher Keita, un leader africain engagé dans le développement économique et social du continent. Vous avez également des distinctions et rôles honorifiques que je cite. Vous êtes ambassadeur depuis 2018 de la Commission internationale des droits de l'homme, IHRC, une agence de l'ONU et représentante spéciale pour l'Afrique. Vous êtes également ambassadeur de la World Union of Small and Medium Enterprises, WUSMI, en République de Guinée, Conakry précisément. Vous êtes également sénateur du World Business Angel Forum, une organisation internationale pour l'inclusion financière, et vice-président de l'initiative For Women in Africa en charge du développement du réseau. Un beau palmarès, Monsieur Keita. Merci, je suis très heureux d'être là et nous allons parler de notre continent, ce si beau continent qui est le berceau de l'humanité, et on va continuer à aller dans les profondeurs pour voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est important que les filles d'Afrique aujourd'hui se réunissent autour d'un concept qui est tout à fait nouveau, hein, c'est-à-dire celui de la complémentarité, la vision du monde, cette vision nouvelle qui est celui de bâtir ensemble un chemin important pour nos pays. Donc je suis très heureux. Merci Mustapha. Je vous félicite déjà pour votre chaîne de télévision. J'espère que vous porterez cette nouvelle aux autres qui pensent mais qui ne sont pas lancés. Mais vous vous êtes lancé, c'est un exemple. Donc je vous souhaite une très bonne réussite dans votre télévision et dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur Keita. Super, pour ces encouragements. Oui, sans plus tarder, on va attaquer le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est un débat quand même épique parce qu'on va parler des questions de souveraineté et on va évoquer le premier sujet qui est la souveraineté économique. L'Afrique peut-elle se libérer de ses dépendances? Ça, c'est le premier sujet qu'on doit débattre et on aimerait vraiment avoir le regard du diplomate, mais aussi avoir le regard de notre cher expert dans le domaine économique et surtout représentant de la francophonie. Pourquoi l'Afrique, malgré ses immenses ressources naturelles, dépend-elle toujours fortement des importations européennes? Écoutez, moi je ne suis pas contre le mot dépendance. Je considère que de toute façon, et je serai à son excellence rebondir là-dessus, mais je considère que de toute façon, pour réussir, il faut être interdépendant. C'est parce qu'on décide de faire les choses ensemble, de bâtir un chemin en commun, qu'on peut voir la vision commune. Ceux qui vous diront qu'on peut réussir tout seul, en vivant en autarcie, ne vous disent pas la vérité. La réalité, c'est qu'on doit tous dépendre les uns et des autres, puisque si vous comparez par exemple avec l'Europe, quand ils décident de créer la CECA, la Communauté économique de charbon et d'acier, puis ensuite la CEE, c'est d'abord parce qu'ils se disent, on se rend compte qu'on est quand même beaucoup plus fort ensemble qu'individuellement, et en mettant en commun le charbon et l'acier, ça donnait sur l'Union européenne. Moi, ce que je prône, ce sont des zones économiques de libre-échange, comme on l'a en Afrique centrale, la CEMAC par exemple, qui sont des zones en fait régionales dans lesquelles ces pays-là décident de mettre leurs atouts en commun, de travailler ensemble en abaissant les frontières et les barrières économiques pour qu'on puisse commercer ensemble. Et c'est vrai que je sais que je suis un peu minoritaire là-dessus, mais moi je suis vraiment un partisan de la ZECAf. Je pense qu'en fait qu'il faut une zone de libre-échange sur le continent africain qui permet de travailler ensemble. Et vous parlez de dépendance européenne. Moi, je comprends évidemment qu'il y a un besoin dans des échanges entre le Nord et le Sud, parce que les deux sont indépendants, mais je souhaite qu'il y ait aussi un besoin plus fort, et pour ça, il faut que nous qui sommes africains, un mot qu'on n'a pas encore utilisé, on se fasse confiance les uns avec les autres, pour qu'il y ait aussi du Sud-Sud, en ayant notre propre zone de libre-échange, avec les importations et les exportations, en fonction des besoins et des offres des pays, en travaillant avec l'intelligence économique qui nous permet d'analyser d'abord les besoins des marchés, parce qu'à chaque fois, on ne le fait pas assez, et surtout aussi se faire confiance, parce qu'il y a quelques fois aussi, entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone,
ou quelquefois on a des gens qui sont originaires du continent africain, mais qui mettent plus d'énergie à échanger avec des gens qui sont hors du continent parce qu'ils ne sont pas confiance. Donc moi, je suis pour l'interdépendance, si vous me permettez. Pas la dépendance, parce que dépendance, c'est signifie que si tu n'es plus là et que je suis là, sans toi, je ne peux pas y arriver. Mais je pense que si on est interdépendant, c'est-à-dire qu'on dépend des uns et des autres, tu as un besoin, j'ai un besoin, tu as une offre, j'ai une demande, et bien finalement, ça crée ce que moi j'appelle des rapports gagnant-gagnant. Et ceux qui vous diront, je termine dessus, en vous disant que il faut vivre en étant indépendant. On n'a besoin de personne pour s'en sortir. En réalité, ils savent très bien que ce n'est pas vrai. C'est une démarche politique qu'on peut dire pour flatter un certain type de public. Mais dans la réalité du terrain, on a besoin d'avoir quelqu'un qui a un besoin. Vous, par exemple, et Bien moi qui sûr. ai une offre. Et c'est parce qu'on fait. Ça date depuis l'ère du troc. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Et parce que vous avez besoin de cette offre, on connecte. Vous gagnez, je gagne, nous gagnons. De toute façon, on parlait avec l'essor de la mondialisation, aujourd'hui, on vit dans un monde d'interdépendance. Donc, mais pour rebondir sur cette question, Nous avons notre quel est votre histoire. aperçu, hein? L'Afrique a une histoire. Notre histoire a été une histoire partagée. L'Afrique avec le reste du monde. L'Afrique avec la France, avec le Canada, avec les États-Unis, avec le reste du monde. Parler de dépendance, on pourrait le parler de dépendance au moment où nous sortions tout à fait de notre colonisation pour être indépendants. Nous étions dépendants. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a fait chemin. Comme dit Stéphane, hein, aujourd'hui, il faut parler du nouveau deal qui est celui de l'intelligence collective et de regard et des actions partagées, qui est celui de l'interdépendance. Parce que si vous vous formez, si vous vous fermez, ben vous fermez sur vous-même, vous n'avez pas la possibilité de partir loin et d'avoir des acquis complets pour vous former, pour vous reformer, pour prendre l'exemple au monde. Donc il faut être interdépendant. D'ailleurs, le monde est comme ça. Vous savez, tous les pays qui sont fermés et qui sont aujourd'hui en retard dépendaient tout à fait de leur objectif. L'Afrique a un objectif aujourd'hui, celui de la transformation, celui de son éveil au monde, puisque l'Afrique, en réalité, c'est un dragon qui s'ignore avec tout ce qu'on a comme richesse, avec tout ce qu'on a comme terre arabe, tout ce qu'on a comme opportunité. Nous devons être un dragon pour mener à bien cette sortie de cette dépendance, pour être dans une perspective de développement industriel, pour être une Afrique prospère, une Afrique libre de tout. Mais nous sommes obligés de pratiquer une interdépendance, puisque le monde est comme ça, mais les décisions pour notre lumière, pour notre choix, est très important. C'est-à-dire qu'il faut être soi-même au lieu d'être comme les autres. Très intéressant. J'aimerais rebondir justement sur ce que vous avez dit, Monsieur Stefanski, notamment par rapport aux initiatives qu'on met en place, que ce soit au travers de Zepla, de cette monnaie unique qui a vu le jour en 2020, mais qui n'a malheureusement pas abouti. J'ai l'impression que dès qu'on parle d'une vision unique en Afrique, il y a cette impossibilité ou peut-être cette incapacité à rendre possible les directives et les initiatives que nos chers États entreprennent. Écoutez, je partage tout à fait votre analyse, mais pour moi, c'est tout à fait rationnel. Parce qu'en fait, son Excellence le confirmera, parce qu'on travaille aussi sur ce sujet-là en commun. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une Afrique. Donc en fait, on ne peut pas avoir une décision unique pour l'Afrique, puisque on va rester dans l'économie, hein, cher Moustapha. Mais étant donné que, par exemple, les besoins que vous avez aujourd'hui économiques d'un pays comme le Maroc, avec une économie basée sur le tourisme, ne sont pas les mêmes besoins que vous avez sur le Cameroun, qui ne sont pas les mêmes besoins que vous avez sur la Côte d'Ivoire, et qui sont encore moins les mêmes besoins que vous avez sur le Kenya, et qui sont encore moins les mêmes besoins que vous avez sur l'Afrique du Sud. Donc, porter une décision unique, pardon de le dire comme ça, mais on en rigolait tout à l'heure avec Moustapha, mais pour prendre une décision unique, il faut que nos intérêts convergent vers la même décision. Ça veut dire que si Moustapha gagne, l'ambassadeur Keita gagne, Emma gagne et Stéphane gagne, on décide de faire quelque chose en commun, comme nous sommes ici aujourd'hui. Mais à partir du moment où les intérêts de l'ambassadeur Cheikh Keita ne sont pas les mêmes que Moustapha, ne sont pas les mêmes qu'Emma, et ne sont pas les mêmes que les miens, on ne peut pas trouver une décision unique et collective. Donc moi, je crois justement, mais encore une fois, pardon de dire ça comme ça, mais c'est pas un problème. Aujourd'hui, vous voyez un pays avec l'Europe de l'Est et la Russie, il n'y a aucune rentabilité économique aujourd'hui avec la France, mais c'est pas un problème. Il y avait l'Europe des 6. D'ailleurs, c'est que l'Europe, c'est 27 pays, c'est pas l'Europe de tous les pays européens de l'Europe. S'ils ont pris 27 pays aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont dit, dans ces 27-là,
j'aime bien le théorème de la balance, on considère que ce qui nous rassemble est supérieur à ce qui nous divise dans nos intérêts et qu'on va gagner plus ensemble qu'en étant séparés. Et les autres pays européens qui ne sont pas dans cette zone euro, c'est pas qu'ils sont pas bien, c'est juste que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que moi, je vous ai dit au début de mon propos, je crois d'abord à une coopération régionale. Parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, euh, je vais parler d'abord de l'Afrique centrale, mais si vous parlez du Cameroun, du Gabon, des deux Congos, de la République centrafricaine, de cette zone qu'on appelle la CEMAC, ce sont des pays qui ont des... On parle toujours du bassin du Congo, qui est le deuxième bassin forestier au monde. On parle des sujets de reforestation. On parle de liberté dans le transport et la circulation. On parle des sujets de mobilité. Et ben, ce sont des pays qui sont touchés dans les mêmes sujets. Si vous partez de l'autre côté d'Afrique de l'Ouest, entre le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a des convergences, il y a des convergences idéologiques, il y a des convergences de terrain, il y a des convergences de réalité. Le Sénégal, Charles Moustapha, un pays que vous connaissez bien, économie aussi basée sur le tourisme, qui peut être reliée avec la Côte d'Ivoire qui vient d'organiser la CAN, économie aussi basée sur le tourisme. Donc, Maroc et Tunisie, vous voyez, donc, pour moi, si vous vous asseyez autour de la table en disant, on a envie de mettre les 54 pays africains autour de la table avec une initiative commune, ça va être compliqué parce que chacun ne tire pas dans le même sens parce que les intérêts sont différents. En revanche, si vous faites une zone économique monétaire de libre-échange, je repars sur ce que je disais tout à l'heure sur la CECAF, qui se base évidemment sur des économies régionales. Régional dit qu'on a la même région, on partage les mêmes intérêts, on a la même ambition, on n'est pas dépendant, on est interdépendant, qui fait que quand tu gagnes, je gagne, nous gagnons. Et bien là, vous prenez les gens dans le même sens. Et après, moi, je rêve aussi que à partir du moment où on ait pris des décisions interdépendantes des zones économiques régionales, et ben chaque zone économique régionale, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Sud, ça sont ensemble. Et là, ma chère Emma, on va peut-être imaginer quelque chose. Je pense qu'on se rapproche plus de prendre une décision. Parce que, et je termine là-dessus pour laisser M. Cheketa, mais si vous trouvez une décision commune des pays d'Afrique du Nord, avec une décision commune des pays d'Afrique de l'Ouest, des pays d'Afrique du Sud et Afrique centrale, vous avez un tas d'interlocuteurs autour de la table. Donc, du coup, vous avez chaque responsable de la zone économique qui part avec personne. Donc, si vous mettez autour de la table 5 personnes, pardon, c'est mathématique, pour trouver une décision, il est beaucoup plus facile avec 5 personnes d'avoir un résultat que d'avoir 54 personnes. Voilà. Mais est-ce que c'est pas justement rendre peut-être moins puissante l'Afrique? Pour moi, la puissance de l'Afrique, et Cheketa l'a dit tout à l'heure, l'Afrique est pour moi le berceau de l'humanité. L'Afrique est pour moi le continent d'aujourd'hui. En 2050, la population africaine sera à la hauteur de la Chine, à la seule différence que 70% des gens ont moins de 35 ans. Donc tout le monde a compris aujourd'hui, en tout cas même les gens qui ne sont pas forcément toujours objectifs, ils ont compris que l'avenir se passera sur le continent africain. Donc la puissance, elle est déjà là. Maintenant, la question, c'est ce que dit Cheketa. C'est comment on transforme ces taux de croissance. C'est pour ça, en fait, qu'il faut qu'on s'interroge. C'est comment on transforme ces taux de croissance pour pas dire que c'est le continent de demain et d'après-demain, mais le continent d'aujourd'hui, pour que ces jeunes-là, qui sont la force de l'Afrique, puissent trouver un métier, puissent être épanouis et qu'on puisse nourrir notre population. En fait, nous avons des Afriques, hein, comme on l'a dit. Hein. On ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas non plus comparer les pays, comme il a dit Stéphane. Mais ce qui va représenter notre canevas et notre destin commun, c'est prendre une décision pour proposer complètement une intégration régionale. Parce qu'on parlait tout à l'heure de dépendance. En fait, la dépendance, c'est la dépendance vis-à-vis des importations. C'est-à-dire, on importe beaucoup de choses. Exactement. Même les denrées les plus nécessitées, Ça, c'est une dépendance. Alors, cette dépendance-là... Comme l'Afrique qui regorge des ressources effectivement. Complètement. On pourrait nous baser sur l'intégration régionale, essayer de nous organiser pour mettre en place un deal de commerce intra-africain. Cela peut donner une puissance sur l'économie, faire des transactions intra-africaines pour valoriser nos produits et pour intégrer la notion de transformation au capital, qui est l'industrialisation. Donc, si on parle de convergence, il faut parler de convergence à ce niveau-là, sur l'intégration régionale, qui peut nous donner la chance d'aller plus loin au niveau de l'objectif capital, qui est de créer tout à fait des dragons en Afrique, des majors en Afrique. Nous sommes le seul continent qui a du pétrole, qui n'a pas de major dans le pétrole. Nous sommes un continent qui est bourré de richesses minières. Nous n'avons pas de major dans les mines. Nous avons des terres arables, nous n'avons pas des grands agriculteurs. Donc je pense que l'intégration régionale, avec tout à fait les priorités que les États vont tout à fait dessiner, nous permettra tout à fait d'aller plus loin et de créer et de
renforcer cette Afrique nouvelle, puissante, que nous commençons à créer. Monsieur Stéphane Tiki, selon vous, comment l'Afrique peut-elle mieux exploiter ses ressources minières? Parce qu'on a de l'or, on a du pétrole, on a du diamant, on a tout ce qu'il faut. Mais la réalité en est que l'Afrique vit toujours. Si je parle de dépendance, c'est pas. Je sais qu'on vit dans un monde d'interdépendance. L'Europe, les Amériques, toutes les puissances travaillent ensemble. Ouais. Mais aujourd'hui, l'Afrique vit toujours dans la précarité. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que l'Afrique voit mettre en place une vision avec une autonomie par rapport, ne serait-ce que pour nourrir sa propre population, même pour manger, on est obligé d'importer du blé. En Russie, on est obligé d'importer tout. On a des terres fertiles, on a tout ce qu'il faut. Quelle est votre vision aujourd'hui par rapport à cette précarité? Vision, comme toujours, une vision très terre à terre et tout terrain. Pour moi, en fait, c'est hyper simple. Il faut doter l'Afrique d'avoir une vraie capacité d'industrialisation. Voilà la réalité économique du terrain. On n'a pas d'industrie en Afrique. D'ailleurs, moi je suis très fan, je l'avoue, de sport et de musique. Lorsqu'on parle aujourd'hui des jeunes, quels sont leurs modèles d'inspiration sur le continent africain, ils ont 3 types d'exemples. Très souvent les chefs d'État ou les ministres, parce que pour eux c'est ceux qui ont réussi. Deuxièmement, ça va être les sportifs. Troisièmement, ça va être les musiciens. Est-ce que vous entendez beaucoup de jeunes qui vous citent, et Cheikh Keita en est aussi un exemple, des capitaines d'industrie? Est-ce qu'il y a un capitaine d'industrie que les Africains jeunes peuvent citer? Pas beaucoup. Pourtant, on a des dents côté, les dents pour on en a plein, mais qui font des choses, mais pas assez. Voilà. Et c'est pour ça, et je termine dessus, je disais tout à l'heure à Emma, moi je prône la création d'un statut de l'auto-entrepreneur sur le continent africain, pour permettre à ces jeunes de créer des emplois, de créer leur propre entreprise, qui sont des micro-entreprises, qui peuvent être des TPE, des PME, des startups. On sort de ce sommet d'ailleurs de l'intelligence artificielle, dans lesquels ces jeunes peuvent créer une entreprise, parce qu'en Afrique, contrairement à ce que les gens peuvent penser, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas un manque de talent, il y a un manque de talent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'accompagnement, la formation et transformer, comme des Cheikh Keita, la croissance en amélioration du quotidien de vie. Sauf qu'aujourd'hui, si les États jouent le jeu avec nous, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est pas l'économie ou la politique, c'est les économistes avec les politiques ensemble. C'est-à-dire que si les États jouent le jeu en baissant notamment les impôts, et que vous permettez à ces jeunes de créer leur auto-entreprise, qui dit créer entreprise, ça permet de sortir, Cheikh Keita, comme vous dites souvent, et c'est une phrase, je vous cite, de sortir de l'informel pour passer dans le formel. Donc vous devenez un sacré statut. Qui dit statut dit salaire. Qui dit salaire dit pouvoir d'achat. Qui dit pouvoir d'achat dit interdépendance. Je suis très heureux que vous parlez des mines. Alors, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup parce que mon pays, d'où je viens, de la Guinée, c'est un pays de mines. Alors, vous avez dit que l'histoire de notre pays, de notre continent, est quand même triste puisque nous exploitons, nous avons plein de choses et nous n'en tirons pas profit, ça ne nous a pas permis de nous faire développer. Mais pour cela, je vais revenir aux mines. Il faut une politique minière pour l'Afrique. Depuis nos indépendances, nous vendons en brut toutes nos ressources minières. Alors, moi j'ai pris la décision de travailler avec quelques amis qui sont des économistes, des spécialistes des mines. La solution, c'est décider en Afrique d'arrêter de vendre nos richesses minières brutes. Il faut que l'exploitation se fasse. Il faut négocier avec tous les partenaires essentiels qui viennent en Afrique pour nos mines, pour dire voilà, nous avons travaillé depuis quelques années en vous vendant nos ressources minières. Maintenant, nous avons décidé de faire autrement. Est-ce que nous pouvons commencer à transformer sur place? Parce que si vous transformez, vous avez une ressource intéressante qui est celui de la jeunesse. Vous pouvez former, vous pouvez employer vos jeunes, vous pouvez créer la richesse, vous pouvez créer l'expertise, vous pouvez employer les gens. Donc, vous créez une valeur ajoutée. Si vous créez des usines, ben, vous avez la solution. Parce que si ces entreprises ne veulent pas adhérer à notre système, à notre choix, nous pouvons leur dire que nous sommes souverains quand même. Mais tout ça dépendra de la façon dont nous pouvons tout à fait proposer. Donc, il faut proposer des convergences, des solutions. Mais, alors, cette décision, elle est difficile à prendre parfois, parce que le lobby financier est au nord et nous sommes au sud. Nous avons d'autres problématiques qui sont des problématiques d'énergie. Donc, il faut enclencher
tout à fait les bases de cette structuration, les bases de cette transformation. Mais cette décision de dire aux partenaires, à partir d'aujourd'hui, nous voulons transformer avec vous, cette décision ne doit pas être tout à fait une décision glacée comme ça. Il faut que nos constitutions régulent et décident dans la Constitution une ligne qui dit que, à ce jour, notre pays a décidé dans sa Constitution de réguler, de dire que les richesses minières sont à transformer, parce que si on ne fait pas ça, un autre président qui vient peut changer la loi. Donc, Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un problème de dirigeants parce que c'est des accords qui sont c'est un problème, depuis c'est un les problème de indépendances. choix et de stratégie et de vision. Et la réalité, c'est la continuité qui est là. Donc, si vous mettez dans votre constitution qu'à partir de 2026, tous les produits miniers qui sont dans votre pays, on ne vend plus et on doit trouver des solutions avec le partenaire pour qu'on transforme sur place, il faut commencer à discuter. Il ne faut pas prendre une décision unilatérale. D'accord. Il Monsieur faut Stéphane- discuter. Monsieur Stéphane Tiki, vous souhaitez réagir face aux propos de Cheikh Non, mais Keita? pour moi, je partage beaucoup l'analyse, mais après, je vais juste prendre une petite voie différente. Pour moi, c'est même un problème de stratégie, de priorité. Pour moi, les mines, c'est évidemment un sujet important, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité doit être l'agriculture. Je pense que il faut pouvoir avoir la On capacité va de pouvoir revenir nourrir sur sa cette question de population. souveraineté Et alimentaire. souvent, dans notre continent, les gens ont souvent l'impression que l'agriculture est une voie de garage. Et vous parlez tout à l'heure de dépendance, d'indépendance. C'est parce qu'en fait, d'abord, moi, je trouve qu'on ne met pas assez la priorité sur nos atouts. Et après, je vais être un peu plus dur, allez, parce que je suis là pour ça aussi. Je trouve que les pays ambassadeurs de l'Afrique sont souvent des Africains eux-mêmes, qui n'arrivent pas à valoriser les atouts du continent africain. Par exemple, l'agriculture. On a fait plein de projets ensemble avec la nation Cheikh Keita, parce que nous, ça fait quand même 15 ans qu'on se connaît. Oui, effectivement. Sur l'agriculture aujourd'hui, on a des terres, vous l'avez dit, fertiles, on a des terres érables, on a la production, mais on ne forme pas nos jeunes à être agriculteurs. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, ben voilà, si t'as pas de boulot dans la ville ou dans la capitale, bon, ben au pire, tu vas être agriculteur. Mais quand vous commencez la route en disant à quelqu'un, au pire, il y va en train des pieds et il se dit peut-être que même, au lieu de savoir que cet atout-là est notre atout numéro 1, qui va nous permettre justement de prendre notre population, il le fait en disant, bon, ben, dès que je peux partir, je vais partir. Donc, pour moi, il faut que les États, et ça montre sur la partie des priorités, puissent comprendre qu'il faut être interdépendant. Et je vous donne un dernier exemple juste sur le Rwanda, qui a fait quelque chose que je trouve assez intéressant. Aujourd'hui, le patronat rwandais siège au Conseil des ministres. Non pas que j'ai une ambition de siéger au Conseil des ministres ou quoi que ce soit, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je considère aujourd'hui que quand les politiques qui nous dirigent veulent prioriser telle ou telle stratégie, pour rebondir dans ce qu'ils disaient, c'est quand même mieux s'ils demandent à ceux qui connaissent le terrain quelles sont leurs réalités. Bien Et sûr. donc, souvent, on va opposer les politiques et l'économie. Ben moi, je trouve que mettre les deux autour de la table pour aller dans l'autre sens, parce que vous demandez est-ce que c'est pas les décideurs. Ben moi, par exemple, si un politique veut œuvrer aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et que autour de la table du Conseil des ministres, il y a un président de patronat qui dit Monsieur le Président de la République, intelligence artificielle, évidemment, très bien, on est dans cette nouvelle ère 2.0, mais pardon, on a besoin de développer d'abord l'agriculture pour nourrir notre population. Et ben vous voyez, ça fait une entente cordiale. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut créer un New Deal qui fait que les uns parlent avec les autres. Absolument. L'agriculture. Monsieur Keita, j'aimerais... Je voudrais D'accord. Rebondir ajouter quelque rapidement. chose sur l'agriculture. D'accord. Bien sûr. Parce que c'est important. Les mines, c'est bien, mais l'agriculture, c'est encore mieux. Parce que notre population africaine va se multiplier dans les années à venir et l'Afrique doit prendre le temps de projeter une synergie, des décisions. Il faut que l'Afrique nourrisse l'Afrique. Nous sommes un continent qui a plus de 30 millions de terres arables. Vous avez un pays qui a 600 000 hectares de terre, qui est l'Ukraine, qui produit plus que l'Afrique. Parce que, tout simplement, ils ont des stratégies, ils ont des visions, ils ont su mécaniser leur agriculture. Donc, nous devons faire la même chose. Mais pour faire ça, il faut le changement des mentalités. Parce qu'en Afrique, on pense que, comme il a dit, que c'est un pauvre qui doit aller à l'agriculture. Ou bien c'est un vieux qui doit faire l'agriculture. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en Europe. Quand vous allez en Pologne, aux États-Unis, au Canada, les gens les plus riches, mais c'est les agriculteurs. Il faut qu'on essaie de trouver
le bon sens dans l'université et que la décision vienne du gouvernement pour dire que finalement, les jeunes doivent aller à l'agriculture. Nous avons aujourd'hui des awards qu'on donne aux startups, on donne à tel type d'activité. Moi, je rêve d'avoir des awards qu'on donne aux jeunes agriculteurs qui ont réussi et qui continuent dans l'agriculture. Donc, on doit pouvoir proposer l'agriculture à nos jeunes pour que l'agriculture soit belle, grande et prospère. Vous parliez d'industrialisation juste avant, Monsieur Stéphane Tiki. Est-ce que accompagner également les industries locales ne serait pas une solution, Monsieur Keïta, dans le développement des territoires africains? C'est le nerf de la fusée, Emma. Pour moi, notre métaphore, c'est le cœur de la guerre. Pour moi, en fait, il faut accompagner les industries locales et surtout valoriser. Et surtout valoriser tant ce qui se passe dans les villes, mais aussi ne pas oublier les territoires ruraux qui ont aussi pas mal de capacités. Il parlait tout à l'heure des terres érables. C'est important de valoriser. Voilà, on est quand même le continent des paradoxes. Quelqu'un me disait hier que l'Afrique centrale est la partie du monde où il y a le plus de soleil. Et c'est la partie du monde où du coup il y a le plus d'énergie solaire. Et c'est aussi la partie du monde où il y a le plus de coupures d'électricité. Donc pour moi, ça veut dire qu'il faut... Bah oui, ça veut dire que, oui, on a les capacités. Maintenant, c'est pas la question de ce qu'on les a, et il vous l'a dit tout à l'heure, c'est comment on va pouvoir les exploiter. Et pour moi, les exploiter, c'est former les jeunes avec statut d'auto-entrepreneur, former les jeunes en accompagnant les industries locales et valoriser nos atouts en mettant en avant ce qu'on sait faire. Et pour moi, vous parlez d'industrialisation, vous savez que c'est un thème que je porte, mais pour moi, l'industrialisation rime avec un autre mot qui est aussi essentiel, pardon, c'est la formation. Parce que même, je vous dis ça parce qu'on accompagne aussi des boîtes avec Shabbat Consulting qu'on implante sur le continent africain, et moi, dès que je demande qu'une boîte s'installe, il faut qu'elle fasse pas que venir pour gagner, parce qu'on a bien compris que la boîte qui vient, elle vient pour gagner. Bien sûr. Mais non seulement le pays doit gagner, mais tout l'écosystème doit gagner. Et donc moi, ce que je demande aux boîtes que j'accompagne, c'est aussi former d'abord la main-d'œuvre locale, parce que pour justement, avec un peu d'ironie, ne pas créer de dépendance. Pourquoi je parle de dépendance et j'en arrêterai là? Dépendance parce que si vous êtes par exemple venu vous implanter dans un pays et que vous êtes les seuls à savoir comment fonctionne l'entreprise, vous avez bien compris que le jour où vous n'avez plus d'intérêt dans le pays et que vous partez, l'entreprise est ferme et que les gens ne savent plus le faire. Moi, je dis toujours que, j'ai une dernière métaphore, je compare souvent la capacité de créer un médicament et la mise sous perfusion. Moi, je considère que quand on vous met sous perfusion, on est en train de vous soigner, mais on ne peut pas vous retirer la perfusion parce que vous allez mourir. Moi, ce que je trouve que l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est pas d'être sous perfusion. C'est pas qu'on l'aide, c'est pas qu'on la prenne par la main. C'est qu'on lui donne l'information pour pouvoir créer son propre médicament qui fait que quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, on peut prendre des médicaments pour se guérir soi-même. Si vous voulez que l'Afrique se développe, il faut l'industrialiser. Si on n'est pas industrialisé, on va toujours continuer à importer. Donc le maître mot, c'est l'industrialisation. Miser sur notre capacité, miser sur nos richesses et les transformer. Depuis 10 ans, j'ai fait une étude sur l'importation des véhicules en Afrique. Voilà un secteur qui n'a jamais diminué. C'est-à-dire, on ne peut pas dire cette année, non, c'est toujours en augmentation. L'Afrique importe des véhicules, des camions et tout. Depuis 10 ans, 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un partenaire indien avec qui nous avons installé 5 usines aujourd'hui en Afrique. Parce qu'il faut aller dans l'industrialisation. Avec le groupe Wenduja, nous avons une usine en Espagne, au Sénégal, nous avons une usine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une usine au Ghana, nous avons une usine au Kenya, au Nigeria. Nous sommes lancés dans... Parce que je les ai dit, on ne va pas continuer à importer tout le temps les véhicules, les camions, ça coûte cher. Et puis, l'explosion des transports depuis le Covid et la guerre, si vous devez transporter aujourd'hui un camion qui a 1 mètre linéaire, mais vous payez 2 fois plus le transport. Alors que si nous construisons sur place, vous avez la possibilité d'acheter le véhicule que vous aurez pu importer et acheter plus cher 2 fois d'euros. Et puis finalement, c'est une réaction sur notre balance économique. Si vous achetez à l'étranger, vous importez, mais vous sortez le devise. Mais si vous industrialisez ces devises-là chutent, ça vous permet d'impacter votre économie. Donc, le maître mot, c'est la transformation. Il faut qu'on arrête d'importer tout à tout vent. Il faut miser sur l'agriculture, transformer notre agriculture en agriculture industrielle, si nous voulons tout à fait une Afrique prospère. Mais l'agriculture, je note que l'agriculture, c'est quand même une sorte de réforme, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, la plupart, moi je suis origine quand même
du monde rural et que la manière dont on cultive, c'est toujours d'une manière qui est très archaïque. Vous voyez un cultivateur, juste pour un champ d'1 hectare, il y a plus de 100 personnes qui sont là en train de cultiver avec des haches, avec des... Il faut quand même une vraie volonté Je politique parlais tout à l'heure d'un chef d'État de projet. pour pouvoir importer ou bien créer des usines, Des savoir-faire tracteurs, aussi. Je parlais de former les projet jeunes par rapport et à de ça. vision. Vous ne pouvez pas gagner une guerre sans la préparer. Mais c'est la même chose. Si vous voulez vous avancer et développer votre économie, développer votre pays, développer votre continent, il faut une projection et un projet d'espoir qui dit on fait ça, après ça on fait ça, après ça on fait ça. L'industrialisation de l'agriculture en Europe n'est pas commencée comme ça d'un seul coup, d'un tour de manivelle. Non, il a fallu des étapes. Et nous devons aussi, par un esprit de nos dirigeants éclairés, parce que quand je parle de dirigeants éclairés, c'est un dirigeant qui prend le pouvoir, qui dit voilà ce que je fais pour l'agriculture. Je l'ai pris là, je voudrais que ça soit là. Voilà ce que je vais faire pour l'industrie telle. Je l'ai pris là et je voudrais que ça soit là. Voilà ce que je vais faire. Il faut des dirigeants capables de projeter un avenir meilleur, comment dirais-je, une synergie et aussi, comment dirais-je, un plan de développement des secteurs essentiels. Oui, sur l'agriculture, moi je pense que, oui, d'abord, dire que... Selon vous, la formation, Non, mais dire c'est la qu'aujourd'hui, il faut base. que nos dirigeants aient une vision. Mhm. Oui, c'est comme quand on dit l'eau chaude ça brûle, parce que si tu veux diriger et que tu n'as pas de vision, bah pourquoi tu es dirigeant? Bien sûr. Pardon, hein. En hiver il fait froid, le dirigeant doit avoir une vision. Le dirigeant, c'est celui qui est visionnaire. Vous voyez d'ailleurs nos pères après l'indépendance, dans les années 60, ils avaient une vision sur la Côte d'Ivoire 20 ans après, 50 ans plus tard. Nos dirigeants aujourd'hui doivent aussi ne pas être que des gestionnaires du quotidien, mais des capitaines d'industrie qui doivent avoir la vision. Première chose, pour l'agriculture, moi je pense qu'il ne faut pas... faut dire les choses très tranquillement. Il y a évidemment nos manières un peu archaïques, qui sont nos papas et nos mamans sur le terrain, mais pour moi, il ne faut pas opposer cette ancienne école avec la nouvelle école. C'est une complémentarité entre les deux. On peut avoir à la fois les anciens avec leurs méthodes et les nouveaux avec innovation. D'ailleurs, moi, dans mon plan que j'ai dans ma tête, je vois agriculture, je vois agrotech et je vois agrobusiness. Parce qu'en fait, pourquoi les gens ne vont pas dans l'agriculture? Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un business dans lequel ils vont gagner leur vie pour pouvoir payer l'école aux enfants et pouvoir subvenir à leur famille. Et leur expliquer que la technologie, je terminerai là-dessus, Ça rime. la technologie n'est pas l'ennemi de l'homme. La technologie, c'est pas que si je mets une nouvelle technologie, ça prend le job de Emma. C'est juste que peut-être que Emma, autant avant la technologie, elle est très performante, et autant avec la technologie, elle est encore plus performante. Donc si on arrive à expliquer aux gens qu'on a nos tracteurs d'avant et qu'on a aussi des drones peut-être qui vont nous permettre, et parce que l'État a investi sur ça, parce qu'il croit justement en cette vision d'industrialisation, et que derrière on explique aux gens que si ils font ça comme métier, ça devient un agro-business, et qu'ils vont gagner plus qu'en faisant une tontine ou en faisant des choses en informel, vous allez voir que les gens vont venir. Mais il faut une vision, et aussi, je termine dessus, valoriser les savoir-faire et le faire savoir. Voilà, ce qui fait qu'on a beaucoup de savoir-faire dont peu de gens savent. Le savoir-faire, il faut le faire. Par exemple, juste un pays qu'on connaît bien avec l'ambassadeur Cheikh Keita, c'est le Congo-Brazzaville. Juste un petit mot dessus. Le Congo a créé, le président de Sassou Nguesso a créé il n'y a pas longtemps, il sera d'ailleurs en France dans quelques jours, a créé il n'y a pas longtemps le FIGA, qui est un fonds de développement de financement des PME, qu'au sein du mouvement du patronat francophone, j'ai connecté avec l'UNOC, qui est le patronat des PME, qui font qu'aujourd'hui, tout jeune qui a envie de monter une PME, à partir du moment où il a un projet concret et rentable, est financé gratuitement par l'État. Et ben, il y a beaucoup d'Africains et même beaucoup de Congolais qui n'étaient pas au courant que c'est... Exactement, c'est ça. Donc c'est bon dire que souvent on dit oui, mais en Afrique, il n'y a pas de... Il y a aussi des choses qui sont, parce qu'il y a aussi des gens qui font des choses en Afrique et qui s'en sortent. Il y a un problème Il faut qu'on ait la d'information. capacité de nous-mêmes Exactement. valoriser notre savoir-faire et le faire savoir. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut justement favoriser ces informations-là pour qu'elles deviennent réelles et aussi utiles aux locaux ou même aux diasporas? Et ben par exemple, en étant avec vous ce matin,
c'est-à-dire en étant avec vous ce matin, avoir un réseau comme le vôtre dans lequel on explique qu'aujourd'hui au Congo-Brazzaville, vous avez ce FIGA qui est un fonds de développement et financement des PME, vous avez l'UNOC qui est le patron des PME, les deux travaillent ensemble et que tout jeune qui veut monter une PME avec les deux est accompagné et c'est une volonté faite par le chef de l'État. Je précise évidemment que je suis ni congolais, ni de Brazzaville, ni de Kinshasa, donc je fais pas la promo d'un pays parce que c'est mon pays. Je suis originaire du Cameroun, mais je trouve juste que c'est important aussi qu'on puisse dire, parce qu'on entend toujours les mots MAUX et les mots MOTS sur l'Afrique. Moi, je pense aussi qu'il faut que de temps en temps, on parle aussi des solutions de l'Afrique qui sont évidemment en Afrique et dire qu'en Afrique, il y a des gens qui font bien les choses et qui s'en sortent. Voilà. Mais ça me demande aussi une communication et aussi une valorisation de ce savoir-faire et le faire savoir à tout le monde. Et peut-être une transparence aussi. Et puis en plus aussi, nous avons un partenaire essentiel aujourd'hui qui est la révolution digitale et Internet. Hein. Vous savez, les informations qui sont aujourd'hui décidées en Guinée, au Sénégal ou à Abidjan, l'Internet est un véhicule nouveau pour qu'on puisse avoir cette information. Hein. Mais l'information est capitale. C'est pour cela qu'on fait de l'intelligence économique. Je rappelle que vous êtes dans notre émission Nous y sommes parce que l'Afrique bouge, nous y sommes parce que nous sommes au cœur de l'action. Alors, on ne peut pas parler de question de souveraineté économique sans pour autant parler de souveraineté monétaire. L'Afrique doit-elle créer ses propres monnaies? Une monnaie unique africaine est-elle envisageable pour aujourd'hui renforcer l'intégration économique du continent? Et bien sûr, M. Keita. si vous voulez être souverain, si vous voulez être, comment dirais-je, une nation qui a sa souveraineté, il faut avoir une souveraineté monétaire. La monnaie est l'élément unique de souveraineté. Si vous ne l'avez pas et vous ne la contrôlez pas, vous ne la produisez pas, vous n'êtes pas souverain. Alors, il y a un débat qui est sur l'Afrique depuis des années, hein, c'est le franc CFA. Vous savez, l'histoire du franc CFA. Aujourd'hui, elle a fait son histoire, elle a fait son temps, et l'Afrique est en train de se dire, ce franc-là, nous l'avons utilisé jusqu'à un certain moment, elle a eu une histoire qui a été positive, elle a eu une histoire qui était négative à un certain niveau. Vous ne pouvez pas vous baser sur une monnaie qui a fait son historique et qui a fait aussi ses limites sans penser tout à fait à la changer. Aujourd'hui, l'Afrique s'est projetée dans cet élément de changement pour que l'Afrique puisse adhérer à une monnaie forte qui permet tout à fait d'équilibrer et de projeter les échanges commerciaux. C'est ce qu'il nous faut. Êtes-vous optimiste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique? Parce qu'il y a le Sahel, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine. L'Afrique est plus que jamais morcelée avec des crises politiques qui gangrènent aujourd'hui son développement. Oui, On envisage à créer une monnaie unique alors qu'aujourd'hui il y a des querelles un petit peu partout. Comment vous voyez les choses? C'est des facteurs qu'on appelle des distorsions au niveau des décisions économiques qui impactent l'économie et qui impactent aussi les décisions politiques. Mais si l'Afrique est unie, regardez, pour que l'Europe avance dans le sens monétaire, il a fallu créer tout à fait un outil qui dirige cette décision monétaire. Nous avons l'Union européenne et nous avons acquis les convergences et les échanges économico-politiques pour cela. Il faut que l'Afrique, avec sa direction, avec l'UE, soit tout à fait projetée dans ce sens. Si vous voulez créer l'union monétaire, il faudrait un ensemble de tous parler en même temps, mais nous avons une problématique parce que si vous parlez d'une monnaie unique en Europe, vous avez des pays qui sont plus grands que d'autres, comme le Nigeria. Hein. Le Nigeria est le pays le plus gros. Alors, d'aucuns pensent que finalement, si nous avons une monnaie, comment dirais-je, unique en Afrique, le pion qui va diriger le débat et aussi l'influence économique, ça sera le Nigeria. Mais il faut des éléments de contrôle. Parce que si vous créez quelque chose, il faut créer le but, la fonction, et puis les modalités. Donc nous devons tout à fait travailler dans ce sens. Les conflits ne vont pas arrêter la progression du choix. Parce que le choix est collectif, c'est pour l'intérêt de l'Afrique, c'est pour l'économie de l'Afrique. Mais nous devons travailler à éteindre les feux. Parce que si vous avez des feux partout, mais vous êtes tout à fait dirigé à ne pas aller plus vite
pour réaliser ce que vous faites, nous devons d'abord calmer ces feux et puis arriver à notre objectif. Il est vrai qu'aujourd'hui, le débat sur la question de la sortie du franc CFA des pays africains de l'Ouest et également central est au cœur de l'intérêt général. Selon vous, ce serait quoi les avantages et les inconvénients d'une possibilité de sortie? Franchement, moi, je pense que c'est un non-sujet. Un bon sujet? Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Mhm. Pour moi, je rêve évidemment d'un monde dans lequel il y aurait une monnaie commune sur le continent africain. Mais la réalité, c'est qu'il faut se dire la vérité. C'est pas Ça possible. vous semble impossible? Mais parce que les intérêts, là, par exemple, c'est-à-dire le franc CFA que vous avez au Cameroun n'est pas le même que vous avez en Côte d'Ivoire. Et des pays d'Afrique du Nord n'ont pas de franc CFA, eux. Et les pays d'Afrique du Sud n'ont pas de franc CFA, eux. C'est-à-dire que, et les pays d'Afrique de l'Est n'ont pas de franc CFA, eux. C'est-à-dire que, allez, allons au bout de votre démarche. Sortons du franc CFA en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ça n'empêche quand même pas qu'on n'ait pas la même monnaie que l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Donc, au Mais final, dans la sous-région, au niveau de la CEDEAO. ah oui, mais ça veut dire que on n'est plus dans la même question. Vous parlez d'une monnaie commune dans une région ou d'une monnaie commune sur tout le continent africain. Oui. C'est deux questions totalement différentes. Bien sûr. Pardon, je me mets à la place de celui qui pose les questions. Si vous parlez d'avoir une monnaie commune dans la sous-région, et moi je vous ai dit dès le début que je prends une intégration régionale, je pense que oui, c'est possible. Mais si vous parlez d'avoir une monnaie commune sur tout le continent africain, moi je pense que ce n'est pas possible. Parce que les intérêts économiques de tout le continent africain ne sont pas les mêmes. Rien que dans les zones régionales, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, compliqué. Entre l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, compliqué. Et entre l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, compliqué. Pardon, moi je suis là pour dire la vérité. Mais Donc, n'est-ce pas un problème de leadership pour vraiment converger aujourd'hui les visions Vers une communes même seule pour pouvoir mettre vision. quelque chose? oui, peut-être qu'il faut, il faut une vision commune. Il faut mettre d'abord ce qu'on a en commun et pas parler de choses qui nous séparent. Mais pour moi, pardon, je reviens vraiment. Là, pour moi, on est dans tout ce qui est macroéconomie et moi, je voudrais revenir dans ce qui est microéconomie. Pour moi, tant qu'on n'arrivera pas déjà, et j'en parlais avec Emma tout à l'heure, mais tant qu'on n'arrivera pas déjà à subvenir aux besoins de notre population, à permettre aux jeunes de sortir du chômage, à faire que tout jeune qui vit sur le continent africain peut avoir un travail, gagner mieux que ses parents et ses grands-parents. L'histoire de la monnaie, pour moi, c'est un autre niveau. Ça concerne la monnaie, c'est les débats des gens qui ont de l'argent. Pardon de dire ça comme ça. C'est des gens qui sont intelligents, qui font des grandes écoles, qui s'assoient dans les salons et qui disent non, mais que penserez-vous d'avoir une monnaie commune un jour? Très bien. Mais nous, les gens qu'on va voir, ils le savent, qui sont sur le terrain, eux, ils savent même pas comment ils vont manger demain. Donc, eux, ce qui leur importe, c'est pas que vous ayez une monnaie commune ou pas commune, c'est comment est-ce qu'ils vont mieux vivre demain. Si vous les accompagnez, effectivement, et là, vous avez raison, en disant qu'on va faire tous un truc, quelque chose ensemble, on va avoir une monnaie commune et vous mangerez plus demain. Oui, mais si c'est pour faire une monnaie commune et que finalement, ceux qui mangeaient beaucoup hier sont les mêmes qui mangent aujourd'hui, D'accord. que le partage du gâteau est le même et que c'est toujours, on n'a pas de classe moyenne sur le continent, les pauvres restent pauvres et que les riches restent riches, vous avez changé de monnaie, vous avez une monnaie commune, vous êtes souverain chez vous, mais les mêmes sont toujours dans les mêmes difficultés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout élever cette classe moyenne, sortir de l'informel pour passer au formel, D'accord. aider les jeunes à pouvoir s'en sortir, à trouver du boulot, et aider les gens à pouvoir subvenir à leurs besoins grâce à des métiers de l'agriculture et surtout avoir aujourd'hui des capitaines d'industrie. Parce que vous pouvez mettre la même monnaie, si derrière vous n'avez toujours pas d'industrie, derrière toujours pas l'agriculture, au final vous allez avoir la même monnaie, parce que vous allez me dire c'est un problème déjà réglé, très bien, mais au final la population qui n'arrive pas à se nourrir c'est toujours là, l'industrialisation n'existe toujours pas et on n'arrive toujours pas à se nourrir nos besoins, et même avec cette monnaie commune, cher Mustapha, finalement on est tous dépendants puisqu'on n'arrive pas à construire ce qui se passe au point de vue économique. Ben moi je propose qu'on fasse la chose inverse. D'accord. Construisons d'abord la réalité du terrain économique, subvenons aux besoins des populations, créons des capitaines d'industrie, donnant la capacité à des gens de dire qu'ils sont heureux de vivre dans leur pays. Et d'ailleurs, vous voyez... Solidifions aussi cette économie. On parle souvent d'immigration, mais les gens ne quittent pas leur pays parce qu'ils ont envie de partir. Ils quittent leur pays pour deux raisons, qui sont d'ailleurs deux mensonges. La première, parce qu'on leur dit que s'ils partent, ils vont être mieux ailleurs. Pas vrai, mensonge. Deuxième, parce qu'on leur dit que vous arrivez dans un pays comme la France, Eldorado. Pas vrai, deuxième mensonge. Donc vous voyez, si on arrive justement à développer, c'est ce qu'on disait avec Emma, les économies locales, à montrer qu'on peut mieux vivre, à sortir de l'informel au formel, avoir des assurances santé, avoir des meilleurs emplois, avoir des meilleurs salaires, derrière les gens vivent mieux, ils vont plus envie de partir. Et derrière, vous pouvez dire aux gens, les gars, comme on vit mieux aujourd'hui, et si on décidait de créer une monnaie commune, et vous verrez qu'il y aura plus de gens autour de la table qui seraient plus intéressés. Les perspectives de monnaie économique dépendra forcément de notre capacité à établir les coopérations intra-africaines très très pointues. Parce que si vous décidez de faire la monnaie commune, vous devez prendre en compte les réalités de chacun, les divergences et aussi la projection de chaque pays. Donc c'est ça la difficulté globale. Mais c'est possible.
C'est possible dans la mesure où nous mettons en place tout ça. Regardez comment l'Europe, la monnaie commune européenne s'est construite. C'est avec des guéguerres incroyables pour qu'ils arrivent. Alors nous avons ce chemin-là aussi faire. C'est très très compliqué, mais on peut le faire. Et, ça permet, de toute façon, si on régule bien les finances, de faire une intégration économique intra-africaine, afin de faire des échanges commerciaux intra-africains, pour valoriser beaucoup de richesses au niveau de la créativité, au niveau des entrepreneurs, au niveau des échanges entre nous, mais aussi travailler sur un concept qui est le sentiment d'identité nationale. Ne se perd jamais en un seul jour, même si nous avons les monnaies. Et donc, les États doivent travailler beaucoup sur ce qui est notre différence et ce qui est aussi notre richesse. Donc, c'est un État compliqué, mais c'est possible, je pense. Ce qui nous unit est plus fort, ce qui nous différencie, comme disait M. Stéphane Tiki. Quel est votre dernier mot par rapport à l'Afrique, par rapport à sa jeunesse, par rapport à son avenir? Écoutez, ça va être un mot très rapide. Moi, je crois au potentiel de l'Afrique. L'Afrique est un territoire d'opportunité qui n'a pas besoin aujourd'hui qu'on l'aide ou qu'on lui tende la main, qui a besoin qu'on apporte du business, qui a besoin de comprendre que ceux qui viennent pour gagner doivent gagner, mais que l'Afrique doit aussi gagner, donc il doit permettre de développer cet écosystème. Aujourd'hui, la force de ce continent africain, c'est cette jeunesse qui est brillante, qui est talentueuse, qui est ambitieuse. Mais on a besoin d'avoir une vision, d'avoir une cap, d'avoir un accompagnement, d'avoir une formation. On a besoin d'avoir des capitaines d'industrie. On a besoin de valoriser nos atouts, comme l'agriculture, comme la formation, qui sont des éléments essentiels pour former ces jeunes-là. Et vous verrez que si on arrive à le faire, l'Afrique, qui est ce continent qu'on aime tant, sera à la hauteur de ce qu'il mérite, qui fait que derrière chaque jeune qui va naître, il pourra gagner plus que ce qu'ont gagné ses parents et ses grands-parents. Finalement, c'est ça le rêve qu'on veut pour l'Afrique, non pas de demain, mais l'Afrique d'aujourd'hui. Une Afrique forte, unie et soudée. Et Monsieur Keïta, un dernier mot pour... L'Afrique est un continent qui a une chance énorme. Voilà un continent qui a ses enfants sur tous les continents du monde. Je parle des diasporas, je parle des afro-descendants. Si vous allez en Colombie, vous trouvez des Africains qui sont des sources africaines. Si vous allez au Brésil, vous avez des Africains qui sont des sources africaines. Si vous allez aux États-Unis, les Black Americans, les afro-descendants, c'est des afro-descendants qui viennent d'Afrique. Mais si vous êtes un continent aussi puissant, prospère, qui a ses enfants partout, il faudra avoir la capacité d'aller chercher vos enfants pour leur dire, voilà ce que nous promotons pour vous, voilà ce qu'on peut construire ensemble. Mais si vous n'allez pas former, vous n'allez pas chercher vos enfants, mais ils ne viendront jamais. Donc l'Afrique doit mettre une stratégie en place de retour de ces diasporas, de ces afro-descendants, pour impacter l'Afrique. Vous savez, il y a quelques années, je disais dans mes discours, il faut que les pays africains prennent le temps de créer des agents d'emploi dans les ambassades. Et pourquoi? Parce que si vous avez vos cadres qui sont formés, qui sont en France, qui traînent à trouver du travail, si vous leur proposez du travail pour retourner au pays, mais ils viendront. Parce que vous leur donnez la capacité, vous leur donnez la ligne, une démarche possible pour venir, avec une structuration des choses. Le pays qui a commencé à faire ça, c'est le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a installé, il y a quelques mois, une agence d'emploi ici en France pour coopter les jeunes qui veulent travailler tout à fait dans leur pays. Et puis, il faut que bon, j'espère que les autres pays vont suivre, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir la capacité de trouver des diasporas qualifiés afin de les intégrer dans une démarche tout à fait de contribution. Tout dernièrement, il y a eu deux éminents personnalités de la diaspora qui ont été nommés par le Congo-Brazzaville. Le ministre des Finances, Christian Yoka, a été nommé. Nous avons un ami qui a été nommé aussi la présidente de la République pour conseiller le président en économie. Donc l'Afrique doit récupérer ces têtes d'affiche, ces têtes qui peuvent lui apporter tout à fait une ressource, une valeur ajoutée pour qu'on puisse y aller. Donc il y a ce travail à faire. J'espère que finalement les pays africains vont y penser. Et puis travaillons sur la formation.
L'avenir, c'est la formation. Exactement, une conclusion pleine d'espoir, une conclusion aussi qui Mhm. met un terme à ce débat. Merci à vous d'avoir participé et contribué justement aux enjeux politiques, économiques de ce beau continent qui est l'Afrique. Et je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Nous y sommes, c'est pour vous. Nous y sommes parce que l'Afrique bouge, nous y sommes au cœur de l'action. Merci, nos chers invités, d'avoir répondu présent, mais surtout d'avoir éclairé pas mal de choses par rapport aux innombrables problèmes qui assaillent notre continent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des experts qui vont venir ici dans ce plateau partager les enjeux de l'Afrique. Merci.